Ils sont arrivés avec leurs parents pendant la période de l'état fantoche du Manchukuo, dans le nord-est de la Chine, unis pour saluer la défaite du Japon pendant la guerre. Ils se considèrent comme étant des anciens jeunes militaristes. 80 années se sont écoulées, et lorsqu'ils se souviennent de leur passé, tant de souvenirs, mais aussi le présent, c'est ce qu'ils laisseront au Japon et à la Chine. Leurs voix qui s'accumulent retracent l'histoire, mais aujourd'hui les occasions de les entendre sont de plus en plus rares. Tant que tu marches dans la rue, tu peux toujours le voir. Par exemple, quel genre de scène? Les Japonais, sans exception, sont bien habillés et très propres sur eux, mais les Chinois sont plus négligés. Rien qu'à leurs vêtements, on pouvait voir qu'ils étaient pauvres. En 1932, Hirai Tunichi vient d'avoir 4 ans. C'est la première fois qu'il arrive dans le nord-est de la Chine avec ses parents. Cette même année, le 9 mars, le dernier empereur Puyi vient d'être installé par l'armée japonaise du Kwantung à la tête du Manchukuo. À Changchun, Hirai va à l'école primaire pendant 1 année, puis à l'école secondaire pendant 3 ans. Et ce qui influence le plus les jeunes comme Hirai, ce sont les écarts entre ethnies que l'on constate dans les rues. Et bien que ce soi-disant nouvel État faisait la propagande pour un gouvernement bienveillant et réunir les 5 ethnies sous un même toit. À ce moment, il n'y avait pas de concept de discrimination, mais en fait c'était le cas. Il y en avait? Un jour, je suis allé à l'école primaire. À l'époque, on était en plein boom du secteur de la construction. Et là, j'ai vu un surveillant japonais ramasser une barre de fer et frapper un travailleur chinois. Il frappait tellement que ce pauvre homme criait à la mort. Aujourd'hui, j'ai plus de 80 ans et je me rappelle clairement de cette scène. Et cette situation, dans mon adolescence, a eu un énorme impact sur moi. Pourquoi vous souvenez-vous si clairement de ce moment? Je pense qu'elle a stimulé un certain humanisme intérieur à l'adolescence. À ce moment, ce fut quelque chose qui m'a blessé. Monsieur Hirai se souvient que la chose s'est déroulée vers l'année 1934, lorsqu'il était en première année d'école primaire. Après avoir terminé ses études dans un collège de Changchun en 1943, ses parents l'ont renvoyé au Japon pour poursuivre ses études au lycée. Peu après que le jeune Hirai de 15 ans est rentré au Japon, Sakurai Noriyoshi, âgé de 10 ans, a quitté le district de Fuji de Shizuoka au Japon avec ses parents pour arriver dans le district de Kwandianze à Fushun en Chine en 1944. En général, ils construisaient des villages selon la division administrative d'origine au Japon. Chaque village comptait entre 300 à 500 habitants. Ma famille faisait partie de la division d'exploitation en provenance du bourg de Fuji, qui comptait environ 500 habitants. Ma famille a reçu un terrain agricole d'environ 5 hectares à exploiter. On y cultivait du maïs, du soja et du lin. La famille Sakurai est arrivée en Chine en tant que paysan d'exploitation. En fait, les soi-disant divisions d'exploitation envoyées par le Japon visaient à accélérer la colonisation du nord-est de la Chine. En 1936, faire immigrer en Chine 1 million de foyers en 20 ans était devenu une politique fondamentale du gouvernement japonais. La mission avait été répartie par village ou par bourg, comme l'exemple du bourg de Fuji. Outre le terrain agricole, la famille Sakurai a également reçu 2 métayers chinois. Après notre arrivée, nous avons eu des maisons, des terrains agricoles. C'était la division d'exploitation qui décidait de ce que nous devions cultiver. La terre était fertile, n'ayant pas besoin d'engrais. On nous a distribué des bœufs ainsi que d'autres animaux domestiques. Donc je ne savais pas qu'est-ce qui se passait, nous vivions des choses distribuées. Le jeune Sakurai ne savait certainement pas que les terrains des paysans chinois avaient été réquisitionnés de force ou vendus à très bas prix. Entre 1939 et 1944, plus de 50 000 foyers chinois ont perdu leurs terres. Beaucoup d'entre eux étaient devenus des métayers. Bien que M. Sakurai ne sachait pas d'où étaient venus les terrains et les métayers, lui et son frère étaient déterminés à donner leur vie pour le militarisme japonais en raison de l'éducation très stricte qu'ils avaient reçue. Un jour, sur le chemin de fer reliant l'état fantoche du Manchukuo et la Corée, mon frère m'a demandé de lui poser une question qu'il m'avait demandé à plusieurs reprises. Donc je lui ai demandé « Quelle est ta couleur préférée ?»« Rouge. Combien d'années vivras-tu ?»« 20 ans. » Il n'avait que 13 ou 14 ans, mais il avait décidé d'entrer dans l'armée et de mourir dans la guerre. C'était cela, l'éducation que nous avions reçue. Les frères Sakurai sont loin d'être les seuls à vouloir consacrer leur vie à l'armée du pays.
Dans la préfecture de Kagoshima, un autre jeune, âgé de 16 ans, veut intégrer cette armée de jeunes volontaires et se rendre en Chine. Il s'appelle Hongo. Pourquoi avez-vous voulu y aller volontairement? Parce qu'à l'école, on dit toujours que l'armée des volontaires pour aller en Mandchourie et en Mongolie est très très bien. On a reçu une éducation de jeunes militaristes, une éducation pour nous rendre en Mandchourie et en Mongolie. Vous avez mentionné le terme de jeune militariste. Est-ce que vous éprouvez un sentiment de fierté en recevant une telle éducation? Oui, j'étais fier. Nous pensions qu'un bon jeune homme doit s'inscrire à l'armée pour aller en Mandchourie. Une telle éducation donne envie aux jeunes. À l'époque, on y croyait tous. À compter de 1938, le Japon commence à recruter des jeunes de 16 à 19 ans pour former l'armée volontaire des jeunes pour pionniers de la Mandchourie et de la Mongolie et ainsi les envoyer dans le nord-est de la Chine. À peine ses études élémentaires terminées en 1941, le jeune Hongbo demande à s'enrôler dans l'armée volontaire des jeunes pour exploiter la Mandchourie et la Mongolie. L'opposition de son père l'a empêché d'intégrer cette armée. Il va pourtant partir dans le nord-est de la Chine, étant proche de membres du personnel civil de l'armée du Kwantung la même année. Et il poursuit ses études à l'école de commerce de Changchun. Mais une chose à laquelle il n'avait pas pensé, c'est que pour compenser la pénurie continuelle de soldats, le Japon, dès 1943, baisse l'âge du recrutement de 20 à 19 ans. Hongo a ainsi reçu le mandat de conscription en 1944, à l'âge de 19 ans, à 1 an de son diplôme. Combien de personnes ont obtenu un mandat dans votre classe? Nous avions tous 19 ans. Sur l'âge, nous étions tous conformes aux exigences. Je pense que les 43 personnes de notre classe ont reçu le mandat de conscription, mais je ne sais pas où ils sont allés. En mai 1944, Hongo est déployé à l'hôpital numéro 1 de l'armée de terre de Kwantung, à Hailar, comme infirmier militaire. Il n'est pas au courant de la situation de guerre, mais il est fermement convaincu que son pays sortirait victorieux, tout comme beaucoup de Japonais à cette époque. Le Japon est le pays divin. Nous avons beaucoup de soldats, des armées d'élite, donc on ne peut pas perdre. En 1944, Hongo, âgé de 19 ans, accède finalement à l'armée impériale. Hirai Tunishi, âgé de 16 ans, poursuit le lycée à Tokyo. Les frères Sakurai, comme toujours, rêvent de consacrer leur vie au Japon. 1 an plus tard, un événement va changer leur vie à jamais. En mai 1945, 3 mois avant la défaite du Japon pendant la guerre, à Benshi, dans la province du Liaoning, Yamabe Yukiko, une jeune fille de 17 ans, institutrice suppléante, indique à ses élèves de 2e année de creuser des trous au bord de la route. Des deux côtés de la route, nous avons continué à creuser des trous. D'après les anciens combattants, les tanks de l'Union soviétique étaient tellement puissants qu'ils pouvaient franchir ces trous. À ce moment, on se cacherait dans les trous et couperait les chenilles une fois que les tanks arrivaient. Par conséquent, les tanks se renverseraient. C'était la tactique pour se défendre face aux chars? Vous vous faufilez dans un trou. Une fois que les tanks arrivent, vous les couperez. Personne ne le croit. Yamabe Yukiko est arrivé du Japon à Benshi en 1941, à l'âge de 13 ans. Son père travaillait dans une entreprise de charbon et de fer de Benshi. C'est pendant ces 4 années passées à Benshi que le Japon n'a cessé de développer ses lignes de front alors que ses forces s'épuisaient. Seuls les Japonais ne le savaient pas. Qu'est-ce que les Japonais ne savaient pas? La situation de la guerre du Japon. Même les enfants chinois, quand ils nous frôlaient, ils disaient « Vous, avec votre air supérieur, vous êtes bientôt finis. » En chinois, quelles étaient leurs paroles exactes? Vous, vous avez bientôt perdu. Ha ha ha. Au début, je ne comprenais pas. Mais en août, la situation fut très claire. Hongo, infirmier militaire depuis 1 an à l'hôpital numéro 1 de l'armée terrestre du Kwantung à Hailar, a fait partie des premiers à ressentir la défaite prochaine de l'Empire japonais. 2 avions soviétiques sont arrivés furtivement à Hailar. Ils effectuaient peut-être des missions d'observation et ont jeté des bombes. Mais nous n'avons pas répondu. Il n'y avait pas de canons antiaériens ni d'avions pour les affronter.
Je ne comprends pas pourquoi l'armée du Kwantung était si faible. Ensuite, 10 autres avions sont venus nous bombarder. Qu'est-ce que vous avez pensé alors? J'étais triste et abattu, très choqué. J'ai pensé que le Japon allait être battu. L'armée du Kwantung, qui portait le surnom d'armée invincible, ne pouvait que se débattre désespérément dans les forteresses de Dongning et de Hailar, après l'envoi des troupes soviétiques dans le nord-est de la Chine le 9 août 1945. Mais en vain. Quelques jours après, le personnel et les patients de l'hôpital où travaillait Hongo ont été capturés par l'armée soviétique après leur déplacement de Hailar à Hulan-Urgi de la ville de Tsichihar. À l'arrivée à Hulan-Urgi, on s'est préparé pour accueillir les blessés et les malades, alors que les chars soviétiques arrivaient. On nous a dit que nous avions échoué et que le Japon avait capitulé. Il nous fallait déposer les armes. Nous avons alors détaché nos insignes militaires et ramassé nos armes. Alors que Hongo avait été capturé par l'armée soviétique, Yamabe, qui se trouvait dans la ville de Benshi, a ressenti que sa famille et elle avaient été abandonnées. Il y avait une affiche accrochée à côté de ma maison qui disait « Peu importe ce qui arrive, nous devons nous efforcer de survivre jusqu'à ce que notre pays arrive à nous sauver. » À nous sauver, qu'est-ce que cela signifiait? Le Japon va envoyer les bateaux ou des avions pour nous ramener? Impossible. Même les enfants le savaient. Nous nous sentions abandonnés. Les documents dévoilés après la guerre ont confirmé les propos de Yamabe, selon lesquels les civils japonais ont été abandonnés. En fait, entre la levée du jour et midi, 18 trains sont partis de Changchun, le siège du poste de commandement de l'armée du Kwantung. Le 11 août, ils transportaient plus de 30 000 personnes. Ils ont pris la direction du Japon. La plupart des passagers étaient des familles de militaires de l'armée du Kwantung. Yamabe n'était pas la seule à avoir eu l'impression d'être abandonnée. Depuis le mois de septembre, on a reçu des nouvelles officielles. La direction des groupes de défricheurs distribuait aux familles du vin contenant du cyanure de potassium. Est-ce que les enfants comprennent ce que signifie cyanure de potassium? Ils savent que les gens vont mourir après en avoir bu. J'ai demandé à ma mère, « Maman, quand allons-nous boire le vin ?» Je lui posais cette question comme si elle était anodine. Étant donné l'éducation liée à l'idée du militarisme, même les enfants savent que pour le Japon, pour l'empereur et pour éviter que la honte ne tombe sur le Japon, il fallait mourir. J'ai donc demandé à ma mère quand nous allions le boire. Le Japon a perdu la guerre, nous ne craignons pas la mort. Au lendemain du chaos de l'après-guerre, de nombreux cas de suicide collectif ont eu lieu au sein des groupes de défricheurs dans plusieurs régions. Le groupe de défricheurs dont dépendait le jeune Sakurai a décidé de vivre tant que possible. Le groupe composé d'une centaine de personnes fuit alors avec des provisions et des vêtements. Mais la population chinoise les pille à plusieurs reprises. Que vous restait-il? Presque rien, un pantalon court et très peu de choses. Nous n'avions rien. C'est effrayant, c'est trop. Alors, pour quelle raison pensez-vous qu'ils vous attaquaient? Je n'en savais rien, je n'en avais aucune idée. À ce moment, j'ignorais que nous étions ceux qui leur avaient pris leurs terres. Ils se vengeaient contre nous. C'est ce que j'ai compris après. Nous leur avons fait du mal et ils se vengeaient. C'est naturel. Plus tard, la famille de Sakurai s'est installée dans la mine de charbon de Fushun et y a passé le premier hiver après la guerre. L'année suivante, en avril, le frère et la mère de Sakurai sont morts de la fièvre typhoïde. Sakurai et sa sœur ont également été infectés par la fièvre typhoïde. Ils ont heureusement survécu. Après la mort du père de Sakurai de maladie, une semaine avant la défaite du Japon, sur cette famille de 5 personnes, ne subsistent que Sakurai et sa sœur. Est-ce que vous avez pleuré à ce moment? À cette époque, je ne ressentais aucune tristesse, joie, douleur, amour, rien. C'est peut-être pour ça que je pouvais vivre. Je ne ressentais aucun sentiment humain. Vous ne ressentiez plus rien? C'est un état extrême. À Fushun, dans la province du Liaoning, un autre jeune de 12 ans et sa famille ont aussi vécu une situation extrême. Il s'appelle Tsunahara Megumi. En 1938, quand il avait 5 ans, il est arrivé dans le nord-est de la Chine avec sa mère et son père, ce dernier étant employé d'une société japonaise de chemin de fer du sud de la Mandchourie.
La famille de Sunahara menait une vie aisée jusqu'en juillet 1945, où son père est décédé en raison de la tuberculose. La défaite du Japon fut annoncée un mois après, et la famille de Sunahara s'est enfuie sans aucun soutien. Dans le village de Lyotaidze, du district de Beijen, dans la province du Liaoning, la mère et ses 5 enfants sont finalement restés sous de faux noms. Je m'appelle Sunahara Megumi. Xiao Sayuan, c'est votre surnom? Oui, je l'ai choisi moi-même pour ne pas oublier mon nom Sunahara, dont la prononciation est similaire de Xiao Sanyuan. En tant qu'aîné de la famille, Xiao Sanyuan, âgé de 12 ans, a commencé dès l'automne de cette année-là à élever les porcs et garder les buffles pour un propriétaire terrien. À l'époque, il ne parlait qu'à peine le chinois. Un homme âgé m'a dit que si on me demande d'où je viens, je dois dire que je viens du sud de la Chine, parce que la langue chinoise est tellement différente avec ses dialectes entre le sud et le nord-est de la Chine. Alors j'ai d'abord dit que je venais du sud, c'est la raison pour laquelle je ne comprends pas très bien la langue du nord-est du pays. Sunahara a dit qu'en fait les gens savaient qu'ils étaient japonais, mais comme il y avait une mère pauvre avec ses orphelins, ils ont été quand même acceptés par les Chinois du village. Vous veniez d'un pays ennemi, alors pourquoi les Chinois des alentours vous ont protégé? Ils ont certainement eu pitié de nous. La famille Sunahara s'est installée dans le village de Lyotaidze. La veille, il faisait encore partie du peuple japonais abandonné. Et là, la famille a tout de suite éprouvé la dure vie des paysans chinois en bas de l'échelle. Xiao Sayuan a travaillé pendant 1 an chez le propriétaire des terres. Il a reçu sa rémunération qui équivalait à 9,6 décalitres de sorgho en 4 fois. Au début, je recevais du sorgho décortiqué. La 3e fois et la 4e fois, le sorgho n'était plus décortiqué. Je ne gagnais que 9,6 décalitres pour 1 an de travail. Pourquoi ne pas me donner du sorgho décortiqué? Le propriétaire des terres est un menteur. Lorsque Xiao Sayuan devait s'occuper des cochons et des bovins du propriétaire terrien afin de gagner le pain pour toute la famille, à partir du mois de mai 1946, les ressortissants japonais retenus en Chine ont été renvoyés au Japon depuis l'île de Hulu. En juillet, Sakurai, âgé de 12 ans, est retourné au Japon en bateau ensemble avec sa sœur aînée. C'est aussi pendant cette année après la guerre que Hongo Eio, âgé de 20 ans, a été reçu par l'armée associée démocratique du Nord-Est en tant que soldat japonais ayant capitulé. La jeune fille, Yamabe Yukiko, âgée de 17 ans, s'est aussi inscrite volontairement au groupe médical de l'armée associée démocratique du Nord-Est. La défaite du Japon a bouleversé complètement le destin de ces jeunes militaristes. Et quelle vie mèneront-ils après? Après la victoire de la guerre de résistance contre l'agression japonaise, le PCC a envoyé une partie des forces de l'armée de la 8e route et de la nouvelle 4e armée dans le nord-est de la Chine. En octobre 1945, Hongo Eio, soldat sanitaire de l'ancienne armée japonaise du Kwantung, et ses troupes ont été reçus par cette équipe des forces chinoises. Après avoir reçu une formation médicale, Hongo est devenu médecin militaire à l'hôpital qui soutenait cette équipe militaire chinoise. L'équipe a été rebaptisée en janvier 1946 Armée associée démocratique du Nord-Est. Elle est devenue ensuite la 4e armée de campagne de l'armée populaire de libération chinoise. C'est dans cette troupe militaire que Hongo a commencé à réfléchir sur l'invasion et la colonisation, la guerre et le crime, des questions auxquelles il n'avait jamais pensé avant. Il y avait une 30aine d'hôpitaux de l'armée de terre japonaise du Kwantung dans le nord-est de la Chine. L'armée du Kwantung avait donné une directive qui exigeait de tous les hôpitaux qu'ils placent les organes des morts, tels que les foies et les pancréas, dans des bouteilles spécifiques à livrer à l'unité 731. Hongo a été désigné pour accomplir cette mission. Il se souvient de sa première livraison d'organes depuis Halaer à l'unité 731 qui se trouvait à Harbin en décembre 1944. D'après Hongo, il ne comprenait pas quelle utilisation il serait faite de ces organes à l'unité 731. Il a fait la livraison 3 fois et a sympathisé avec les soldats qui recevaient les organes. C'est en discutant avec eux qu'il a compris la vérité. Quelle utilité pour ces organes? C'est pour cultiver des bactéries. Pourquoi cultiver ces bactéries avec des organes? Dans quel but? Il fallait cultiver davantage pour fabriquer des bombes à bactéries. C'est pour cela qu'ils avaient besoin de ces organes. Hongo a appris seulement après que cette unité, sous le nom de département de prévention épidémique et de purification de l'eau de l'armée du Kwantung, avait non seulement utilisé des organes des morts pour cultiver des bactéries pour fabriquer des bombes, mais aussi fait de nombreuses expériences sur des personnes vivantes. Hongo réfléchissait sur l'armée où il se trouvait, l'armée du Kwantung.
Hirai Kunishi, qui est retourné au Japon en 1943 pour ses études, commençait aussi à repenser à sa jeunesse qu'il avait passée dans la péninsule coréenne et le nord-est de la Chine. Il a réfléchi après avoir lu beaucoup de nouveaux livres sur le matérialisme publiés après la guerre. Après la lecture de ces théories, tout en les comparant avec tes anciennes expériences, quels sont les points qui vous touchent? L'éducation que nous recevions pendant la guerre ne se faisait pas à travers une réflexion personnelle. Il m'était impossible, ainsi qu'aux autres Japonais, d'avoir ses propres idées. Les idées étaient imposées du haut vers le bas. C'était une éducation militariste imposée. Nous les avions mémorisées et non pas réfléchies. Ces livres m'ont aidé à comprendre que les politiques mises en place à l'époque par le gouvernement japonais étaient complètement fausses. Je me suis rendu compte de cela seulement peu à peu. En même temps, après avoir bravé 100 fois la mort après la défaite du Japon, Sakurai Noriyoshi était en avance pour son âge. Quand il était encore en deuxième année au collège, il a fait la lecture d'un livre d'Hajime Kawakami intitulé Bimbo Monogatari, un livre qui analyse les causes de la pauvreté de la société capitaliste. Pourquoi vous êtes-vous intéressé aux livres sur la politique? À ce moment-là, je commençais à réfléchir sur pourquoi mon père était allé au nord-est de la Chine. Pourquoi voulait-il y immigrer? C'étaient les questions qui trottinaient dans ma tête. Je le trouvais étrange et je pensais que mon père avait fait un mauvais choix. Quand j'étais au lycée, mes idées sont devenues plus claires. C'était faux. Le gouvernement japonais encourageait les gens à immigrer vers le nord-est de la Chine. C'était une sorte d'agression et c'était une honte. Je ne disais pas aux autres que j'avais fait partie de ces immigrants. Je n'avais pas la philosophie de mon père et je ne voulais pas me laisser porter par le courant politique. Je souhaitais devenir quelqu'un qui crée la politique. Voilà ce que je pensais quand j'étais au lycée. La fin de la guerre et la chute du militarisme ont donné à l'ancien jeune militariste une chance de réapprendre à se connaître et de planifier sa vie pour le futur. Yamabe Yukiko, une fille de 17 ans à l'époque, se sentait abandonnée par son pays et avait perdu l'espoir de pouvoir rentrer au Japon. Elle s'était ainsi enrôlée dans l'armée associée démocratique du Nord-Est et était devenue une aide infirmière en décembre 1945. Yamabe nous dit qu'elle a fait la connaissance d'un jeune militaire de l'armée à peu près une semaine après la défaite du Japon et lui a prêté un chaudron. Ce jeune homme est revenu chez elle plusieurs jours après. Le chaudron a été bien nettoyé par le soldat. Il était vieux et sale quand je le lui avais donné. Ma mère lui a même dit « Vous pouvez le jeter car nous n'en avons plus besoin ». Mais le soldat a insisté pour nous rendre le chaudron. Ma mère lui a pris le chaudron des mains, parlant en même temps, et elle remarquait qu'il était plus lourd qu'avant. Par curiosité, elle a levé le couvercle du chaudron et a trouvé un grand radis dedans. Le petit soldat a insisté pour laisser le chaudron et le radis. Finalement, le radis est devenu le seul légume à manger chez Yamabe pendant plusieurs jours. Plus tard, l'armée du soldat a publié une annonce de recrutement de personnel de la santé pour une durée de 3 mois. Yamabe a décidé de s'y inscrire. Puisque le petit soldat était dans cette armée, je me suis dit que c'est certainement pas une mauvaise armée. Et la fille est tombée amoureuse à la première rencontre avec ce garçon? C'est possible. C'était vraiment un garçon très mignon. Son visage était sale et noir, mais quand il souriait, une fossette apparaissait. Ma mère disait aussi que ce jeune homme est mignon. Donc, à cette époque privée d'humanité, l'amour existait encore. Dans cette armée, Yamabe a découvert que certains Japonais s'étaient également inscrits dans l'équipe de santé. Elle a admis que beaucoup d'entre eux l'ont fait pour survivre. Parmi les personnes qui se sont inscrites avec moi, il y avait des soldats qui étaient dans l'armée japonaise du Kwandong, des travailleurs de la société de chemin de fer de Mandchourie, ainsi qu'un homme et une femme qui travaillaient dans la boutique de Banshi. C'était très inattendu pour moi. Pourquoi étaient-ils aussi venus? Sans doute est-ce pour un couvert et pour survivre. À la même période, Tsunahara Megumi habitait dans le village de Ryotaize dans la province du Liaoning. On l'appelait Xiaosanyuan. En pleine réforme agraire dans le nord-est de la Chine en 1947, obligé de s'enregistrer pour profiter de la nouvelle répartition des terres, Tsunahara Megumi s'est donné un nom officiel chinois, Zhang Zhongqing.
Pour la répartition des terres, il y avait des ordres. J'ai été le 3e ou le 4e à être appelé. Je sous-signais, confirme que je suis un pauvre ouvrier agricole, on me surnomme Xiao Sen Yuan. Finalement, la famille de Zhang Zhongqing a obtenu 2,5 hectares de terre selon le nombre de membres dans la famille. Pour obtenir cette terre, au printemps de l'année 1948, ce jeune homme, à peine âgé de 16 ans, a changé encore une fois son destin. J'étais un salarié agricole, j'ai participé tôt à la répartition de terres et obtenu de meilleures terres. Lors de la réforme agraire, j'avais obtenu un total de 2,5 hectares de terre. Si le parti Kuomintang venait, la terre serait récupérée par le propriétaire foncier. Je voulais protéger ma terre tombée difficilement dans mes mains. Je n'ai donc pas suivi le conseil de ma mère. J'ai porté une fleur rouge sur ma poitrine. Au lieu de monter sur un cheval, je suis monté sur un âne. Je me suis enrôlé dans l'armée. Ma mère n'est pas venue pour me dire au revoir. Zhang Zhongqing est ainsi devenu un soldat du 9e régiment indépendant de l'armée associée démocratique du Nord-Est. Il a participé à la campagne de Liaoning-Shenyang et à la campagne de Beijing-Tianjin. Fin 1950, il a suivi l'armée des volontaires du peuple chinois sur le champ de bataille de Corée en tant que personnel de l'armée de l'air. Au printemps 1953, dans la caverne de Pyongan du nord de la RPDC, Zhang Zhongqing a été convoqué devant le commissaire politique du régiment. Chao Zhang, qui êtes-vous? Je suis un militaire. Qu'est-ce que tu disais? Je suis militaire? Non. Êtes-vous japonais? Non. Est-ce que vous connaissez les règles? Parlez-en un peu. 3 grandes règles de discipline et 8 recommandations. Le Chao Zhang du commissaire politique est devenu camarade Zhang. Vous êtes japonais, merci pour notre armée. Vous pouvez rentrer. La mère de Sunahara est décédée en 1953. Le bureau des affaires étrangères locales en a informé l'armée et Zhang Zhongqing est finalement redevenu Sunahara Megumi. En mars 1955, Sunahara Megumi, âgé de 22 ans, a quitté la Chine où il avait vécu pendant 17 ans. Après son retour dans le pays, Sunahara a participé à la première foire des marchandises chinoises organisée par la Chine Nouvelle au Japon en 1955 et à bien d'autres foires de marchandises organisées par le Japon en Chine. Il travaille depuis pour promouvoir le commerce entre la Chine et le Japon. En 1953, 2 ans avant le retour au Japon de Sunahara, Hong Heiyo, âgé de 28 ans, a fini son travail au département médical de l'armée populaire de libération chinoise. Il est aussi rentré au Japon pour travailler dans un hôpital local. Depuis des dizaines d'années, il s'engage dans les échanges d'amitié sino-japonaises. La même année, en 1953, Yamabe Yukiko, âgée de 25 ans, est aussi rentrée au Japon. À ce moment-là, elle s'était déjà mariée avec un ancien soldat de l'armée japonaise du Kwantung. Dans les années 1980, Yamabe est venue à l'université médicale de Norman Bethune, qui se trouve à Changchun, ville du nord-est de la Chine. Elle est devenue professeure de japonais, et c'est à partir de ce moment-là qu'elle a commencé à faire des enquêtes sur place sur les crimes commis par l'unité 731 en Chine. Elle organise depuis 1993 des expositions au Japon sur les preuves criminelles de l'unité 731. Hirai Tunishi est entré en 1949 à l'université de Tokyo des langues étrangères pour apprendre le russe. Depuis des années, il est toujours membre de l'association d'amitié Japon-Chine, organisme non gouvernemental. Il travaille jusqu'à aujourd'hui dans l'édition du journal d'amitié Japon-Chine, créé par l'association. Après avoir obtenu son diplôme universitaire, Sakurae Noriyoshi a commencé à travailler pour le syndicat local. Il est devenu ensuite membre du Parti socialiste japonais. Il a été élu conseiller pendant les élections de la Chambre haute japonaise en juillet 1989. Pendant son mandat, il a vu pour la première fois le Parti socialiste japonais devenir parti au pouvoir. Lors de la déclaration de Murayama en 1995, 50 ans après la défaite japonaise dans la guerre d'agression, le Premier ministre de l'époque, Murayama Tomiichi, s'est livré à une introspection profonde et a présenté ses excuses sincères pour la colonisation et l'invasion japonaise d'autres pays. Des dizaines d'années se sont écoulées. Les jeunes militaristes de l'époque sont devenus âgés. Après avoir vécu toute une vie, comment voient-ils leur propre destin et les vicissitudes de l'histoire ?